Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et aujourd'hui, on va parler politique, mais de façon individuelle avec un des candidats à la mairie. Ben Lala. Ben Lala. Ouais, un candidat à la mairie, puis vous allez voir pourquoi que j'ai invité juste certaines personnes. Et peut-être qu'il y en a qui vont me dire « Ah, Benoît, sur le plan éthique, ça se fait pas, juste, faut inviter tout le monde. » Eh bien, c'est assez simple. À l'intérieur du balado Ben Lala, il y en a qui m'ont fait confiance dans les dernières années, depuis le début. Comme vous le savez, on est déjà rendu à la 11e saison. Et une des personnes parmi eux, c'est notre invité d'aujourd'hui. Puis heureusement, il est candidat à la mairie. J'ai invité aussi deux personnes qui sont déjà venues dans mon balado, qui sont également candidates à la mairie. Et je vous les présenterai au moment opportun. Alors, mesdames et messieurs, voici notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter M. Luc Boivin. Bonjour, M. Boivin, ça va bien? Bonjour. Comme on se connaît déjà, là, est-ce que tu me permets de tutoyer et de t'appeler Luc? Absolument, Benoît. C'est bon, parce qu'on se côtoie, on s'est déjà parlé on a souvent échangé politiquement parlant aussi sur des idées. Luc, je te remercie d'avoir accepté de venir parler aux auditeurs de Ben Lala parce que, comme je le mentionne, tu es déjà venu dans le balado, on a parlé d'affaires. Dans ce temps-là, tu étais directeur général à la fromagerie Boivin. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton expérience d'administrateur parce qu'on s'entend que mon balado, on parle d'administration, de gestion, tout ça. Qu'est-ce que tu en retires de ton passage, notamment dans le secteur privé, comme directeur général, et aussi de tous les postes que tu as occupés au sein de la fromagerie? Parce que, tu sais, on s'entend que tu n'as pas commencé DG d'une si grande entreprise. Parle-nous un peu de ton expérience à ce niveau-là. Ben écoute, Benoît, j'ai commencé à étudier jeune l'école primaire, secondaire, j'étais au séminaire de Chicoutimi. Déjà, les gens, mes amis disaient toi, c'est sûr, tu vas finir en affaires dans ta vie. C'est-tu parce que tu sentais le fromage à cette époque? Ben, t'as une famille d'entrepreneurs. Puis on avait comme une grande famille, là, ma tante Bernadette qui était vieille fille, c'était un peu la sœur économe de la famille. On avait les fermes, on avait d'autres activités, les immeubles, la fromagerie, mais il y avait un point de rassemblement tous les jours à 4 heures. Les gens allaient prendre le café pour parler avec mes cousins, mes oncles qui arrivaient pour discuter de la journée. Fait qu'on était vraiment une famille assez tissée serrée, mais le point commun de la famille, c'était les affaires. Ça parlait de l'ouvrage de la journée, puis quel ouvrage qu'on va faire demain. Ceci dit, j'ai toujours eu le goût de développer des entreprises. Mon premier, puis je me suis impliqué dans ma vie aussi dans plein d'organisations. J'ai été jeune administrateur à la Caisse populaire. D'ailleurs, les étudiants qui écoutent, là, une des meilleures écoles en matière d'éthique gouvernance, une Caisse populaire, c'est une des plus grosses coopératives. C'est une coopérative, ça a été fondé parce que les Canadiens français n'avaient pas accès au financement, puis on regarde ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais au niveau de l'éducation, ceux qui ont la chance de siéger ces conseils d'administration, c'est une école extraordinaire. Oui, puis en plus, il offre des formations d'administrateurs sur l'éthique, et ainsi de suite. Puis, honnêtement, moi, j'ai aussi fait partie sur un conseil d'administration, mais plus vieux, pas jeunesse. Et toute la notion d'intégration des indicateurs de performance. C'est une école extraordinaire. D'ailleurs, c'est bon d'aller à l'école, mais notre expérience de vie s'ajoute justement aux connaissances qu'on va acquérir dans les maisons d'enseignement. Et c'est une mise en pratique aussi. Là, quand tu fais partie de ce type de conseil d'administration-là, j'aimerais que tu reviennes. Tu disais que quand tu étais jeune, même si tu n'es pas vieux encore aujourd'hui. Là, 50 ans. 50 ans, mais c'est jeune aujourd'hui. Là, c'est jeune, écoute. J'étais à mon plein potentiel. Là, à 50 ans, avec l'expérience que j'ai, le monde est à nous autres. Mes expériences après, j'ai été à Caisse populaire. Après ça, j'ai quitté l'entreprise. Le monde ne le savent pas, mais quand j'avais 16 ans, j'ai fait l'AEC du cégep de Saint-Félicien. C'est donné un genre d'AEC spécial pour former les guides touristiques. À l'époque, on avait la fabuleuse histoire d'un royaume. Puis on a formé une cohorte, justement, de guides touristiques. Puis j'ai fait partie de cette première cohorte-là. Ah ouais. Puis pendant 4, même 5 ans, j'étais guide touristique et guide accompagnateur. Fait que j'ai travaillé pour l'auberge de la Grande Baie. On recevait des groupes pour 3-4 jours.
Puis moi, j'étais en charge de les accompagner, de les instruire sur l'histoire de la région. Puis si je te dirais qu'au niveau de la communication, si je suis bon communicateur aujourd'hui, ben c'est en grande partie parce que j'ai fait ce travail-là. Puis c'était, écoute, j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans. J'ai fait ça jusqu'à 20 ans, accompagner puis je continuais de travailler à fromagerie en parallèle, mais j'aimais ça, faire ça. Prendre en charge des autobus de personnes retraitées qui venaient voir la fabuleuse, puis on faisait le tour de la région. Ça fait que ma ville, mais aussi ma région, je la connais bien parce que je me suis promené avec l'histoire, puis je le dis même dans la campagne politique, plus loin on regarde le passé, plus loin on est capable de se projeter vers l'avenir. Moi, j'y crois beaucoup. Les origines de la région, puis j'ai rencontré Russell Bouchard récemment, qui m'appuie dans la campagne. Puis Russell, ça a été un des professeurs de cette cohorte-là. Puis j'ai adoré ça. Là. L'histoire, ça me passionne. Fait que j'ai un bagage un peu fourni de toutes sortes de choses. Après ça, j'ai été dans différents conseils d'administration. À 26 ans, on a racheté la fromagerie de Saint-Fidèle en Charlevoix avec un groupe de producteurs laitiers. Tu avais 26 ans à ce moment-là? Moi, j'avais 26 ans quand on a racheté la fromagerie et qu'on l'a reparti. Okay. C'est une usine qui était fermée dans Charlevoix. Puis on a réussi à repartir ça. Puis aujourd'hui, ça a été un succès financier. Fromagerie Boivin, mais on a continué de se développer. Avec le temps, on a passé une dizaine de millions de chiffres d'affaires, même moins que ça. Puis aujourd'hui, on a quitté à la fin, on était presque rendu à 75-80 millions de chiffres d'affaires. C'est une progression, puis un développement. On a racheté d'autres fromageries. Puis je suis toujours impliqué dans ma communauté aussi. Là. J'ai été président de la Coop funéraire du Fjord à l'Abbaye. Plus jeune président d'une coopérative funéraire au Québec. Tu avais quel âge à ce moment-là? Écoute, j'avais, juste avant de m'envoyer en politique, j'avais une trentaine d'années. J'ai commencé comme trésorier, puis j'ai fini président. Ouais, ça n'était pas facile à ce moment-là. Il a fallu faire un redressement financier, puis on l'a réussi. Puis je regarde aujourd'hui, je suis fier de ce qui est arrivé. Société des fabricants régionaux pour promouvoir les produits, les manufacturiers régionaux partout, pour les faire rayonner partout au Québec. Fait que ça a été une école. J'ai été aussi à l'Association touristique du Fjord. J'ai aussi fait la fusion de la Société touristique du Fjord qui regroupait les villes du Bas-Saguenay avec la baie à l'époque. Puis là, ça a été fusionné à l'intérieur de Promotion Saguenay. Fait que j'ai tombé sur le conseil d'administration Saguenay à ce moment-là, au moment de la fusion avec la Société touristique du Fjord. Puis j'ai vu grandir l'organisation. Je vais juste faire une parenthèse. Là. Oui. Donc, Promotion Saguenay avait fusionné avec un autre... Parce que moi, dans ma compréhension, Promotion Saguenay avait été créée à Saguenay. Créée à Saguenay, mais il y avait la ville de l'Abbé, avant la fusion, avait un protocole d'entente avec les villes de la MRC du Fjord, les villes du Bas-Saguenay, en Saint-Jean, Petit-Saguenay, puis ça s'appelait la Société touristique du Fjord. Fait que la Société touristique du Fjord regroupait l'Abbé, qui faisait maintenant partie de Saguenay, mais aussi toutes les villes du Bas-Saguenay. Puis c'est cette fusion-là négociée qui a fait en sorte que, entre autres, le préfet Gérald Savard siège maintenant à Promotion Saguenay. Ça découle de la fusion de cet organisme-là. Donc, les villages qui étaient au Bas-Saguenay, Promotion Saguenay, dans son rôle de promotion touristique, c'est pour ça que Promotion Saguenay s'occupe également des villes qui sont sous la MRC du Fjord. Ça, sérieusement, c'est un élément que... Parce que moi, je me suis tout le temps posé la question, pourquoi justement on se range aussi bas avec Promotion Saguenay? Puis ça vient en ligne avec plus tu recules dans ton passé, plus tu es capable de te projeter dans l'avenir. Souvent, les gens n'écoutent pas l'histoire, regardent pas l'histoire. Puis quand tu comprends les origines historiques des choses, ça te permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées dans le futur. Mais ça m'amène à poser la question, parce que Promotion Saguenay, dans la campagne électorale actuellement, il y en a encore qui ramènent Promotion Saguenay. Moi, de mon point de vue, pour avoir collaboré avec Promotion Saguenay dans le passé, quand j'avais ma firme de marketing, puis que je faisais des études de marché, puis il faisait travailler des entreprises, autant à Jonquière que partout dans la ville. Puis voir aussi la qualité de personnes qui y travaillaient à ce moment-là, puis encore aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est rendu... Il y a du monde compétent qui travaille là. Il y a du monde compétent, puis il y a beaucoup... Les gens, c'est pas juste... Le développement économique, ça regroupe beaucoup de choses. Là. On regarde juste au niveau touristique. Les gens, les navettes maritimes, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans les bureaux touristiques, la portion qui est au développement économique, mais Promotion Saguenay, c'est une grosse équipe quand même, mais qui touche à beaucoup de choses. Puis moi, c'est sûr que c'est une équipe extraordinaire. J'ai participé au développement de cette organisation-là. J'ai été sur le conseil d'administration, même avant d'être un élu.
J'étais président du CLD. C'est moi qui a fermé le CLD quand le gouvernement a décidé de fermer le CLD. Ça, juste une petite parenthèse, là, que les CLD, pour les plus jeunes, là, c'était le Centre local de développement. Centre local de développement. Puis ils accordaient des subventions, des programmes, et puis ils donnaient des coups de main au lancement, au démarrage d'entreprise. Exactement. D'accompagnement. Exactement. C'est une créature du gouvernement du Québec, donc qui donnait au MRC. Saguenay-Tanneville MRC avait son propre CLD. Puis, l'arrivée du gouvernement Couillard, ben, on dit on ferme les CLD puis on les intègre dans des nouvelles structures, ce qui a été, dans le cas de Saguenay, en fait, de changer de nom des patentes, c'est correct, mais quand on coupe l'argent, ben, ils ont coupé l'argent. J'ai dû remercier la moitié du personnel à l'époque. J'ai fusionné avec Promotion Saguenay et CLD. Ça a été donc. Puis ça s'est fait en harmonie. Pas eu de chicane. Les gens m'ont serré la main. Ceux qui ont perdu leur emploi n'avaient pas le choix. Plus de budget. Le gouvernement coupait le budget. Mais ça a été quand même. Puis je regarde aujourd'hui ce que c'est devenu. Tu sais, Claudia Fortin, qui est maintenant en charge de l'ancien, qui était DG du CLD, dans le fond, qui est devenu maintenant responsable de cette portion-là au sein de Promotion Saguenay. Pour moi, ça a été un vecteur de succès. Maintenant, on en parle en campagne électorale. Pour moi, le problème présentement, c'est que Promotion Saguenay fonctionne en silo. C'est pour ça que moi, je me suis annoncé dans la campagne pour dire que le maire va aussi être le président de Promotion Saguenay pour assurer qu'il y ait une forme de cohérence dans le rôle de la ville à l'intérieur du développement économique. Clairement, je me positionne comme le candidat du développement économique. Je veux créer de la richesse à Saguenay. Je veux simplifier la réglementation pour qu'on accélère le développement. Puis la dette de la ville, moi, je ne dis pas que je vais la baisser. Je dis plutôt que je vais créer de la richesse pour que notre ratio de dette sur la valeur foncière augmente. Il faut développer plus rapidement. Ce n'est pas normal que la ville de Saguenay est passé presque de la 6e position au Québec, puis là, aujourd'hui, on se ramasse en 9e position. Là. On a fait ça en l'espace de 8 ans, puis pour moi, on a été moins bon que les autres, puis pour moi, c'est inacceptable. Là. Fait qu'il faut vraiment là, éliminer le travail en silo, être plus performant, puis le rôle du maire est d'assurer le leadership, justement, pour faire progresser notre ville, intéresser les gens, donner une image de nous qui, partout au Québec, va être une image où Saguenay, c'est bon à investir. Puis Saguenay n'est pas... moi, je dis qu'on est la métropole nordique de l'Est du Canada. On n'est pas une banlieue. Ouais, ça, tu dis ça, tu ramènes ça depuis le début de la campagne. Je trouve ça le fun, mais peux-tu nous en parler? En fait, c'est que Saguenay n'est pas une banlieue d'une métropole. Tu sais, Laval est la 3e plus grande ville, mais Laval, essentiellement, c'est la banlieue de Montréal. C'est la banlieue de Montréal. Si on regarde Longueuil, c'est une banlieue de Montréal. Tu sais, la métropole centrale, par agglomération, il s'est déployé autour de l'île des villes qui ont grandi parce que, c'était des villes dortoirs au départ, puis on a rajouté du service du commercial. Mais Saguenay a une position de métropole à part entière. C'est pour ça que je le dis, c'est une métropole, la métropole nordique de l'Est du Canada, parce qu'on a tout d'une métropole autant que Québec et Montréal. On a la culture, on a des infrastructures industrielles majeures avec 2 ports de mer, un aéroport de calibre international, une université, qui n'est pas une université satellite, une vraie université implantée, 2 collèges solides, des chaires de recherche, des centres de recherche. Puis, on a également un terrain de jeu incroyable. Ça fait que moi, ma vision, c'est vraiment de dire qu'on est une métropole nordique. Comme on réfléchit souvent au modèle scandinave, les gens disent « Ah, c'est donc bien un beau modèle, les grandes villes scandinaves qui sont avec au cœur de l'environnement, sont au cœur de la forêt, le plein air. Il y a l'hiver, mais on apprend à profiter, à vivre avec, puis d'en profiter, puis ça devient un outil de développement économique. Bien, on a tout ça. Tu sais, je parle de Saguenay-Fjord. Tu sais, je regarde le territoire de la MRC, comment on peut travailler en partenariat, nous, Ville-Saguenay, avec la MRC du Fjord. C'est sûr qu'on va toujours être la ville centrale, mais comment est-ce qu'on peut mieux travailler pour que quand on va arriver du parc, premièrement, nos entrées de parc soient belles, puis que le monde dise « Wow, on arrive au Royaume, on arrive à Saguenay », puis on a l'impression d'être ailleurs. Puis on est une vitrine sur le monde. Je regarde les bateaux de croisière. Au début, quand on a fait les bateaux de croisière, le monde nous traitait de fous, là. Oui, c'est vrai. Je m'en souviens. Ça avait pas divisé, mais ça avait suscité des débats importants. Pourquoi vous mettez autant d'argent là-bas? Les gens n'y croyaient pas. Ils disaient, pourquoi vous allez mettre ces millions-là pour quelques bateaux, puis c'est rien que Saguenay? Non, on y croyait. Quand on disait on va être 100 000 visiteurs par année, je me rappelle, il y a des gens là, qui étaient scandalisés. Voyons, arrête de dire ça, si tu ris du monde. Puis je regarde aujourd'hui, on a 140 000 visiteurs par année. C'est un succès. Puis c'est 140 000 visiteurs qui arrivent de partout dans le monde, qui ne seraient jamais venus à Saguenay autrement que par bateau. Là.
Et ça, c'est Puis- un dossier qui est porté aussi par Promotion Saguenay. Là. Écoute, ça a été mené d'une main de maître par Priscilla Nemé, qui a Toute une king. Ça, qui est là, toute une c'est... king. Qui est une- Sérieusement, là, il qui est- faut pas perdre qui a Priscilla. étudié en actuariat. J'étais là à Promotion Saguenay quand on l'a embauchée. Elle travaillait au Cap Jaseux. Puis je me rappelle Je à me l'époque. souviens quand elle travaillait là-bas, parce que moi, dans ce temps-là, je travaillais au théâtre du Palais municipal à la baie. Oui. Puis, écoute, c'était... C'était une machine. Ah, c'est... Puis tu sais, quand Jean Tremblay, il faut lui donner ça. Il avait le talent de reconnaître le monde de qualité avec Ghislain Harvey. Puis ils ont été voir, ils ont dit ah, mon Dieu, elle a du talent, on l'embauche. On l'embauche, il faut qu'elle rentre dans l'organisation. Fait que le talent de trouver des gens de talent pour arriver avec une équipe solide, bien, on regarde ce que ça donne aujourd'hui. C'est quand tu mets le bon monde à la bonne place, mais regarde, on est capable de développer notre ville, puis y croire. Puis quand je le dis sans prétention, je ne dis pas que ça va arriver demain matin, mais quand je dis que je veux créer les bases pour positionner Saguenay comme la 3e métropole au Québec, on a le territoire, on a les infrastructures, puis on est une ville à part entière, on est une métropole à part entière. On a la capacité, je pense. On a la capacité. Je partage ta vision là-dessus. Puis il faut y croire. Puis c'est une vision. Le rôle d'un élu, c'est de donner la vision. C'est d'expliquer aux gens, on s'en va là. Mais ta vision par rapport aux étudiants. Oui. Parce que, tu parles de... On a fait le tour de plusieurs Oui. choses. Puis avant de poser la question par rapport aux étudiants, tu es quelqu'un qui connaît bien les enjeux parce que tu fais partie du conseil d'administration du cégep de Chicoutimi. Oui. Là, je sais que tu es en retrait pour la campagne électorale, Oui. mais tu es quand même au fait du potentiel étudiant d'accueil avec les deux cégeps, parce que cégep de Jonquière, c'est un bon cégep. Cégep de Chicoutimi également. T'en as parlé. On a une université, centre de recherche. On a quand même une capacité de positionnement de ville universitaire d'une certaine façon. Toi, comment tu vois ça? En fait, c'est qu'on a aussi des centres de transfert, des spécialités qui sont propres à nos collèges qui sont intéressantes. Je regarde le CQFA, le potentiel de développer le CQFA. Je regarde la géomatique ici au cégep de Chicoutimi. Je regarde le CPA à Jonquière. Puis on a une expertise. On est en train de former des jeunes qui vont avoir un bel avenir à Saguenay. Puis ça, le savoir, puis tu sais, on parlait de la rue Racine, qu'est-ce que je vois? Parce que je parle, moi, de donner une signature à nos centres-villes. La signature que je veux donner au centre-ville de Chicoutimi, c'est pas compliqué. C'est le savoir, l'art et la culture. Puis la culture au sens très large. Puis les étudiants ont un rôle actif à jouer dans cette vision-là. On parle d'un arrondissement étudiant. On est capable de créer une dynamique forte où les étudiants vont dynamiser le secteur. Puis, comme maire, c'est sûr que je vais appuyer, premièrement, le travail d'équipe. Il y a une cohésion incroyable entre les collèges présentement. Je l'ai vu aller de l'interne, je l'ai constaté. Cette collaboration-là va donner des résultats qui ne se matérialiseront pas tout de suite, mais à long terme, je pense que nos maisons d'enseignement vont grandir. Puis je regarde toute la diversité qu'on a présentement, beaucoup d'étudiants étrangers. Bon, il y a eu des petites choses, là, mais c'est temporaire. Mais comment on peut devenir une ville intéressante pour des étudiants étrangers? Parce qu'on va avoir une qualité d'enseignement hors du commun, mais aussi on va avoir une capacité d'accueil intéressante pour des jeunes de partout dans le monde qui vont dire hey, je fais le choix d'aller étudier à Saguenay, soit dans un cégep ou dans une université. C'est sûr que là, ça soulève... Dans ce que tu dis, ça soulève quand même plusieurs enjeux. Puis, on parlait des centres-villes. Oui. Moi, la chose que je me questionne, centre-ville de Jonquière, rue Saint-Dominique, ceux qui ont connu les belles années, tu entendais les étudiants d'ATM avec la rue Saint-Do, c'était la strip du Saguenay. On l'a vécu pas mal, toi puis moi. Oui, effectivement, on l'a vécu. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on ne peut pas faire un retour en arrière parce que c'est une autre époque, c'est un autre moment. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour rendre le centre-ville de Jonquière, la rue Saint-Dominique, plus sexy tu vois, qu'actuellement? Moi, je me suis positionné très clair vers il n'y aura pas un centre-ville à Saguenay. On a plusieurs centres-villes qui sont des milieux dynamiques dans chacun des secteurs. Il y a 2 modèles à succès qui ont fonctionné à Saguenay, vraiment. Tu as le village portuaire de la baie. Les gens le disent, on a l'impression d'arriver ailleurs. C'est vrai. Puis quand il y a un bateau, là, tu te promènes là, tu te dis, OK, là, c'est ailleurs. On est ailleurs. Oui. Même chose au Carré Davis. Je regarde dans mes débuts en politique, je remonte, ça fait quand même 16 ans. Le Carré Davis était moribond. Puis je regarde aujourd'hui comment est-ce qu'il y a un dynamisme
avec les entrepreneurs qui sont là, les commerces. Mais le conseiller municipal, Carl Dufour, Ben, parce que quand il a travaillé fort Ben, aussi, c'est un vecteur important dans ce développement. c'est le vecteur qui détermine justement le succès. Puis les conseillers, puis comme maire, c'est sûr que je vais m'asseoir avec les arrondissements, les conseillers en place. Mais ce qui est important, c'est de trouver ce qui va animer les centres-villes dans différents secteurs. Ça prend une signature. Quand je parle du centre-ville de Chicoutimi, c'est le plus gros centre-ville. C'est pas le seul. Il y a la rue Roussel à Chicoutimi-Nord, on a la même dynamique là-bas. Mais il faut travailler sur une signature dans chacun des secteurs. Puis moi, comme maire, ça ne sera pas une signature qui va être unique. Ça ne sera pas une signature qui va être la même partout. Ça va être une signature qui va s'appliquer de manière différente dans chacun de nos rues de centre-ville pour que les gens de Saguenay aient le goût d'aller voir les autres endroits en disant, ben, écoute, on va aller à Kenogami parce qu'on a l'impression qu'il y a un dynamisme différent. Une chose que je vous annonce en primeur, que je vais annoncer, une primeur. Ah ouais? Oui. Puis, je vais investir 1% des projets d'investissement triennaux, 1% pour les investissements au niveau des arts. C'est-à-dire dans l'art urbain. Là, tu n'as pas annoncé ça à personne. À personne, dans l'art urbain. Fait que ça, je peux le publier aujourd'hui, là. Oui, tu vas pouvoir le publier aujourd'hui. OK, merci pour le in. Mais ça va être de l'art urbain, c'est-à-dire que 1% des PTI. Si on a 40 millions de PTI, c'est la portion ville, évidemment. OK, mais peux-tu juste expliquer PTI 1%, ça représente combien? Parce que l'étudiant, c'est la première fois qu'il vote. Les investissements pour l'asphalte. On fait une rue, ça coûte 1 million. Oui. 1% d'1 million, on va le mettre de côté. Puis cet argent-là, je veux qu'elle aille spécifiquement dans quoi? Dans l'art urbain. Je veux que nos artistes professionnels développent dans nos centres-villes de l'art urbain. Je veux faire aussi nos entrées de ville. Okay. Je vais l'annoncer bientôt officiellement, mais nos entrées de ville vont être refaites. Puis, je veux que quand les gens vont arriver ici, wow, on arrive dans notre métropole nordique, l'image, le coup d'œil. Même chose au niveau de nos centres-villes. Le rôle d'une ville, c'est de s'assurer que les rues soient belles, les trottoirs soient beaux, les fleurs soient bien faites. Je vais aussi supporter la rénovation de façade. Il y a des villes qui l'ont fait. Il y en a déjà des programmes présentement. Je vais les bonifier pour que nos façades commerciales dans les centres-villes soient belles. Puis avec nos artistes, dans la vision, dans la signature, ils vont avoir un rôle à jouer, à mettre en place une signature artistique, intelligente, qui va être belle pour que le monde dise « Wow, il y a des choses différentes dans nos centres-villes. » Quand tu parles d'entrée de ville... simplement, tu arrives à l'intérieur, tu as une pancarte Saguenay qui est la même pancarte depuis des années. Tu as une borne des Chevaliers de Colomb, une borne du Club Lyon. Moi, j'ai le goût que les gens qui arrivent ici disent « On revient chez nous. Wow. » OK, moi, je comprends ce que tu veux dire. Les gens qui arrivent de l'extérieur disent « Wow, on arrive au royaume. » OK, c'est très bon. Maintenant, transport en commun. Oui. Parce que, tu faisais allusion, permettre, en fait, dynamiser nos centres-villes, attirer les étudiants qui viennent de l'extérieur. Ils ont un rapport avec le transport en commun qui est différent que nos étudiants du Saguenay. Saguenay, souvent, les étudiants, on le voit dans nos stationnements, c'est la voiture. Oui. Donc, pourtant, il y a eu des efforts qui ont été faits. Tu sais, avec le corridor, tu arrives ici à côté du cégep, tu peux prendre l'autobus rapidement. Oui. Comment est-ce qu'on peut optimiser ça pour rendre... Parce que, tu sais, on s'entend que oui, avec la crise du logement, en fait, la problématique de logement abordable, tout dépendant où c'est que tu es dans la ville, tu peux te loger quand même, mais tu peux être plus loin, mais avoir un transport en commun qui te permet, dans le fond, de t'approcher de ton centre d'études. Ça serait quoi les pistes de solutions que tu proposerais? La première, il faut fiabiliser le réseau. Le gouvernement du Québec a entraîné les sociétés de transport vers des choix technologiques trop rapidement. On l'a vu, là, il y a la STS de Saguenay, il y a 5 autobus qui ont été achetés en Chine. Sur les 5 autobus, ça fait maintenant 5 ans qu'on les a. Il y en a 2 qui sont même plus utilisables. Puis il y en a 3 qui sont tout le temps brisés. Fait que présentement, on a un déficit dans le circuit qui nuit justement à la fiabilité du réseau. Donc, il faut ramener... Ces choix technologiques-là, ils ont été, pour moi, là, trop rapides. Oui, je pense que je suis d'accord avec toi. Puis l'autre affaire, c'est que la Société de transport de Saguenay, c'est pas la même société de transport que Québec et Montréal. Puis trop souvent, le gouvernement va orienter les décisions
pour des décisions, des orientations, des décisions d'orientation qui fonctionnent à Québec et Montréal, puis ils ne donnent pas beaucoup de latitude aux plus petites sociétés de transport dans des solutions différentes en fonction de la réalité. Puis si tu ne vas pas dans le cadre normé que le gouvernement te propose, ben, tu n'as pas de subvention. Fait que c'est le piège. Puis je me rappelle à l'époque, on cherchait des façons innovantes d'économiser. J'avais été au CA de la STS. C'était les débuts de l'électrification. On parlait des autobus hybrides qui coûtaient presque 1 million dans le temps. On avait des autobus au diesel qui consommaient, dans les chiffres de l'époque, 65 litres au 100 là, de l'autobus traditionnel au diesel, 37 litres au 100 l'autobus hybride. Puis moi, j'avais regardé le modèle d'Atlanta des autobus au gaz naturel compressé. On était à 27 litres au 100. Oh, il y a quand même une bonne marge. Là. Avec une technologie fiable, on aurait pu prendre du gaz naturel renouvelable pour mettre dans les autobus. Puis l'autobus coûtait 300 000 au lieu d'1 million. Puis ce que ça donnait aussi dans les opérations, c'est qu'on n'avait pas 2 corps de mécaniciens, on avait des mécaniciens mécaniques, pas des électriciens mais des mécaniciens. Fait que moi, je pense que si on avait été vers un choix de technologie plus fiable, puis oui, aller vers l'électrification, mais selon la vitesse que la technologie se développe, on le voit, la fiabilité des autobus, ça passe au feu, puis ça occasionne des problèmes. Là. Quand ça passe absolument. Au feu, c'est très dangereux. Il y a des mesures, il faut refaire les garages parce qu'il faut des mesures d'atténuation. Les problèmes qu'on voit aujourd'hui, là, ça découle de ces décisions-là trop rapides. Puis bon, ben là, il faut remettre la pâte à dents dans le tube, comme on dit. Là. Ça rentre, ça rentre difficilement. On en perd un peu, puis ça rentre. Ouais, c'est ça. Fait que il faut fiabiliser. Fait que si on vient aux solutions, il faut fiabiliser la colonne vertébrale, le réseau. Le transport à la demande, ça a été mal planifié, mal exécuté. Il faut revoir comment ça se fait, mais le principe est bon. OK, on est allé vers des technologies. Avec les jeunes, c'est plus facile. Les personnes âgées, plus difficile les technologies. Fait qu'il faut s'adapter à ça. Il faut s'adapter. Puis, on est dans un contexte, c'est compliqué. Là. C'est pas évident. Il n'y a pas une solution idéale. Il n'y a pas de solution idéale, mais ça prend une orientation. L'orientation est facile à donner. Il faut fiabiliser le réseau. Il faut augmenter l'achalandage. Comment est-ce qu'on augmente l'achalandage? Il faut intéresser plus de monde à prendre leur passe de STS. Première étape pour ça, c'est la gratuité aux 65 ans et plus. Des 65 ans et plus qui ont leur voiture, bien là, peut-être qu'ils vont dire, je vais essayer le transport en commun. C'est gratuit, je vais l'essayer, je vais voir comment ça fonctionne. Nos jeunes, intéresser nos jeunes, s'asseoir avec les maisons d'enseignement comme la commission scolaire de Jonquière pour dire, est-ce qu'on peut revenir au modèle d'avant où les jeunes peuvent aller le midi, manger à la maison, puis on leur donne une passe de STS, travailler sur la gratuité les fins de semaine pour les étudiants de moins de 18 ans, dire, regardez, si vous voulez vous promenez gratuitement à la fin de semaine puis vous n'avez pas de passe de STS, bien, allez-y, c'est gratuit pour découvrir, prendre goût au transport en commun. Puis ensuite de ça, bien, plus on va augmenter le nombre d'usagers, plus on va fiabiliser le réseau, plus après ça, on va pouvoir regarder des solutions qui vont s'ajouter. Puis moi, j'ai mis dans mon programme Communauto Saguenay. Ouais, Communauto Saguenay, bien, ça va être une option pour des familles, par exemple, qui ont 2 voitures, dire, bien, regarde, on va économiser, le coût de la vie est élevé. On va regarder juste une voiture dans la famille. On va prendre notre passe de STS. Tout à fait. Puis si on a besoin d'une deuxième voiture, on va la louer à l'heure ou à la journée. Tu sais, le tarif, c'est 10 de l'heure puis environ 55 par jour. C'est une option intéressante au niveau économique, mais aussi pour ceux qui veulent la mobilité durable, aller vers... Parce que, tu vois, là, moi, j'ai un chalet locatif. Ouais. Puis, dans la période estivale, on reçoit des touristes. Et quand je vois des communautés arriver, ben, tu sais, je sais qu'ils viennent soit de Québec, soit de Montréal. Ils viennent de grands centres qui... De grands centres même, mais Sherbrooke en a un, ça fonctionne super bien. C'est une ville étudiante. Tu sais, les étudiants, là, effectivement, ils n'ont pas d'auto, puis ils ont besoin juste une journée. Ils ont leur permis. Mais tu sais, une voiture, là, tu calcules l'essence, les assurances, les droits d'immatriculation. En passant les droits d'immatriculation, je ne taxerai pas. Mais tu calcules tout ça, tu n'es pas loin de 1 000 par mois là, avec les réparations. Fait que, un étudiant n'a pas toujours ce 1 000 $-là par mois, à moins que les parents soient prêts à payer. Fait que pour un étudiant qui a son permis de dire, OK, je vais étudier à Chicoutimi, j'utilise le transport en commun si j'ai besoin d'aller voir des amis, j'ai besoin d'aller voir mes parents une fin de semaine, bien, tu loues la voiture, puis c'est un coût pas mal plus raisonnable. Oui, c'est une solution. Puis ça serait géré par la STS? La STS, mon objectif, c'est que il faut que tu sois membre de Communauto. Fait que le membership serait gratuit pour ceux qui auraient leur passe de STS, pour justement donner le goût aux gens d'avoir leur passe de STS. Je prends ma page, je suis automatiquement membre du service.
Fait que l'idée, c'est toujours dans l'approche de dire on va augmenter l'achalandage. Oui, puis sérieusement, si c'est bien coordonné, je pense que ça peut être effectivement un levier en disant, dans mes transports quotidiens, je peux prendre le transport en commun et si j'ai besoin d'une voiture, à ce moment-là, je peux avoir... Écoute, l'intégration peut être la fort plupart des intéressante. gens, ce qu'ils me disent, c'est il faut que je garde ma voiture quand je vais chez Costco faire mon épicerie ou acheter mes affaires. Ça n'a pas de bon sens de traîner ça dans l'autobus. Mais là, tu peux dire, OK, je m'en vais au terminal. C'est sûr qu'un Costco dans l'autobus, pas... mais là, tu peux dire, regarde, je vais aller me louer la voiture 2 heures, je vais aller faire mes commissions, je vais aller porter mes affaires à la maison, je vais revenir porter l'auto, je vais la rebrancher, je vais revenir en autobus à la maison. Et voilà. C'est fait. Ou, je veux aller voir mon beau-frère qui est à Falardeau. Je prends mon communauté au Saguenay, je pars aller lui rendre visite pour la journée à Falardeau, je reviens. Je retourne à la maison en transport en commun. Luc, c'est vraiment intéressant ton approche sur le transport en commun. Maintenant, je terminerai avec une question. Oui. Parce que tu t'es présenté vraiment comme un candidat économique. Oui. Tu as un profil super intéressant, je pense. Puis, à cette élection-ci, on ne se le cachera pas, il y a quand même des candidats de grande pointure. Je pense que tu en fais partie. Pourquoi un jeune qui devrait voter pour la première fois choisirait Luc Boivin? Écoute, le jeune, qu'est-ce qu'il veut de sa ville? Il veut que sa ville soit belle, il veut qu'il soit fier de sa ville, mais il veut des perspectives d'avenir dans sa ville. Présentement, Saguenay, la cloche démographique, on est 10 ans en avance sur le reste du Québec. On a besoin de plus de jeunes à Saguenay pour remplir des emplois. Ça va prendre des emplois de qualité. Pour ça, ça prend une vitalité économique. Il faut que Saguenay se positionne comme une ville qui va être plus facile pour l'investissement pour créer des emplois. Le reste va mieux aller parce que si on augmente les investissements dans la ville, on va avoir plus de revenus de taxation. Le ratio de dette sur nos investissements, on va pouvoir se payer des meilleures infrastructures. Fait que l'objectif, c'est vraiment de faire de notre ville une ville qui va être plus en santé économiquement. Puis ce que les jeunes veulent, c'est avoir des perspectives d'avenir pour avoir une première maison, pas se bâtir, vivre ici avec fonder une famille, avoir des enfants. Fait que ça, c'est ce qui me motive le plus. Quand j'ai dit que je m'envoyais en politique, je voyais la dégringolade de Saguenay en termes de pôle position qu'on était en train de perdre. On était une ville en décroissance par rapport aux autres. Moi, c'est ma motivation. Puis je le fais pas pour moi. Moi, on va dire que je suis un pré-retraité. J'ai vendu mes parts dans l'entreprise familiale. Je le fais vraiment pour les enfants, mais mes enfants, mais en fait, tout ce que cette classe-là représente. Oui, puis c'est un défi, on se le cachera moi, ce que pas. je veux, c'est que mes enfants, ma fille présentement étudie à l'Université de Sherbrooke, elle travaille pour Deloitte à Montréal. Mon souhait, c'est quoi? C'est qu'elle revienne en région, qu'elle revienne proche de moi pour avoir un bon emploi. Même chose, mon garçon étudie, il étudie au cégep de Jonquière en génie mécanique. Il est maintenant à l'Université du Québec à l'Université en génie mécanique. Mais ce que je veux, c'est qu'il y ait un bon emploi ici dans la région. Ma plus jeune, ce qu'elle veut, elle veut être policière. J'aimerais ça qu'elle soit policière sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ça qu'on souhaite. Là. On veut que nos enfants se développent. Puis, la fameuse autobus par semaine qui partait à Montréal, c'est pas ça qu'on veut. Là. Que là, dans le fond, les étudiants, ils ont un candidat qui a un grand parcours économique, oui. d'administration, de gestion, oui. Entrepreneur, qui a une vision de développement économique, d'une vision administrative de la chose et avec un potentiel intéressant. Si je pouvais le résumer... C'est le résumé, c'est ça. Ceux qui veulent voter pour moi, dites-vous une chose, c'est que si on avait une machine à se projeter dans le temps, on dirait, mon Dieu, que la ville a progressé. C'est ça que je veux. Luc, si c'est toi qui es élu le 2 novembre prochain... On va revenir à ton émission. Tu vas-tu revenir? C'est sûr. À ce moment-là, je me déplacerai avec mon kit, puis on fera ça dans le bureau. On fera un podcast dans le bureau du maire. Oui, exactement. Oui. Donc, merci beaucoup, Luc. Merci, Benoît. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de Ben Lala. J'espère que vous avez su découvrir Luc Boivin comme candidat à la mairie. Écoutez, maintenant, c'est à vous de faire votre choix de qui vous allez choisir. Je vais avoir 2 autres candidats à vous présenter dans les prochains épisodes. Sur ce, les amis, il me reste qu'à vous dire ciao, ciao!